finalement, on est confronté à cette diversité. Et comment on fait pour aller dans une démarche structurée de construire ce fameux modèle sociétal? Est-ce que c'est une démarche structurée d'abord? Oui, alors on peut toujours, c'est toujours le vieux débat, est-ce qu'on part de l'individu, est-ce qu'on se change soi pour changer le monde, ou est-ce qu'on commence par en haut en disant on change l'organisation pour changer les individus? Je pense qu'il n'y a pas de réponse binaire, hein, il faut les deux, mais le fait de se changer soi-même, à mon avis, c'est quand même fondamental, c'est l'étape de base. Et donc se changer soi-même en ayant un regard différent, d'abord sur soi-même, un regard moins critique sur soi-même, ça permet d'être déjà plus ouvert aux autres, et ensuite changer son regard sur l'autre, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi l'autre réagit comme il réagit. Ça aussi, c'est fondamental. C'est peut-être une des choses qu'on devrait enseigner à l'école. On devrait enseigner l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, la capacité de comprendre l'autre. C'est vraiment c'est la base de tous les comportements sociaux et en organisation, que ce soit une macro-organisation comme une nation ou une petite entreprise. On a besoin, c'est vraiment c'est l'essence même, hein, c'est de comprendre comment l'autre fonctionne. Et à partir du moment où on est capable de se mettre à sa place, on va avoir une réaction beaucoup moins agressive et beaucoup moins protectrice pour soi-même. Au lieu de penser à se protéger ou de convaincre ou d'être autoritaire face à l'autre, on va comprendre l'autre et on va pouvoir le convaincre ou être convaincu. Si lui a des arguments aussi, ça peut être dans l'autre sens. Mais on va pouvoir mieux comprendre et mieux interagir avec l'autre de façon beaucoup plus constructive, simplement en activant ces réseaux de la récompense et en diminuant les réseaux de la peur. Si je comprends bien, plus on va se confronter à la diversité, plus on va apprendre à construire soi-même sa propre sécurité. Et ainsi, on va accroître sa surface de travail collective pour être en capacité de construire quelque chose de nouveau. Oui, ce que nous apprennent les neurosciences, c'est que tout fonctionne en réseau. Et donc, si on s'intéresse à l'autre, on se comprend mieux soi-même. Et inversement, si on se comprend mieux soi-même, on va mieux comprendre l'autre. Parce qu'on va être plus ouvert vers la compréhension de l'autre. Et ça, c'est vraiment une source à la fois d'humilité et en même temps d'énergie et de motivation, puisque ça nous permet, on voit sur quoi on peut agir. Et si je suis capable d'activer les réseaux de la motivation de l'autre, que ce soit un collaborateur, un père ou même un supérieur, si je suis capable d'activer ces réseaux de la motivation, à partir du moment où on donne aux gens ce qu'ils ont envie, on peut leur faire déplacer des montagnes. Ben oui, c'est la fameuse joie de la rencontre. Voilà, comme aujourd'hui. Voilà. Et moi je pense à cette phrase de Saint-Exupéry, là, pour construire un bateau, il ne faut pas donner des ordres à chaque équipe, il faut donner l'envie de la mer. Hein. Et donc, si on arrive à donner du sens au niveau stratégique, pour savoir pourquoi on est là, et du sens au niveau tactique, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je fais dans cette organisation, pourquoi je travaille. Là, il y a des tas d'études qui ont montré que le fait de savoir exactement ce que l'on fait est beaucoup plus productif que de faire quelque chose simplement parce qu'on a un ordre de le faire. Et donc à partir du moment où je sais ce que je fais dans l'organisation, le travail va être beaucoup plus productif et la personne va se sentir mieux aussi. Oui, ce que je fais dans l'organisation, pourquoi je le fais et pourquoi on le fait ensemble. Voilà, pourquoi je suis là, ça peut paraître des fois un petit peu difficile à comprendre, on a l'impression d'être un pion, et donc si on comprend le rôle de notre travail, c'est un des éléments fondamentaux. On a parlé de la confiance aussi. Les dirigeants ont souvent le syndrome du super-héros, c'est-à-dire que s'ils sont dirigeants, c'est parce qu'ils comprennent mieux, ils ont une vision plus importante, ils ont de meilleures informations, donc ils veulent décider
bon, ce qui peut être justifié dans certains cas, mais également, ils ne peuvent pas tout embrasser et ils ne peuvent pas tout gérer. Et les collaborateurs ont des compétences et des visions et des informations qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, on a besoin de toutes ces informations, de toutes ces visions. Et donc, il faut arriver à abandonner, pour un dirigeant, il faut arriver ou pour un cadre exécutif, il faut arriver à abandonner une partie de cette compétence pour faire confiance et donner de l'autonomie. L'autonomie est un des besoins principaux. On a parlé de la reconnaissance. L'autonomie aussi est un des besoins psychologiques principaux. Ça a été montré des centaines de fois par des centaines d'études. Et finalement, les personnes qui viendront vous écouter au colloque, vous voudriez qu'elles repartent avec quoi? Avec quelle petite pépite? Alors, je pense qu'il y a plusieurs actes. Le premier, j'arrive pas à en choisir un seul, parce qu'il y en a plusieurs qui me paraissent importants. Le premier, c'est le rôle de cette neuroplasticité, de cette adaptabilité du cerveau. On sous-estime cette adaptabilité. On a des tas de freins, d'habitudes et de croyances limitantes qui nous limitent cette adaptabilité. Donc le premier, c'est qu'on a un cerveau qui est très adaptable et il est sous-employé dans ce domaine-là. Donc être adaptable, être agile, être flexible, ça c'est la première chose. Si j'arrive à rendre quelques personnes plus flexibles, plus agiles, plus ouvertes, là vraiment ce sera vraiment la mission qui me semble importante. La deuxième, c'est la gestion des émotions et du stress. Et là aussi, le fait de connaître un peu le fonctionnement de notre cerveau peut nous aider à avoir à la fois plus de sérénité et plus de motivation. Et puis la troisième, c'est la transition avec la motivation, c'est trouver ses forces en soi. On a une énergie inépuisable à condition de trouver du sens et de trouver ces motivations qu'on appelle les motivations intrinsèques, celles qui ne dépendent pas ni des autres, ni de la situation, mais qui dépendent que de nous. Celles qui nous donnent envie d'avancer, qui nous donnent envie de bouger, qui nous donnent envie de vibrer, ou simplement de comprendre un problème et de résoudre un problème, tout simplement. Et donc celles-là, tous nos organismes à la base sont équipés avec cette motivation. Encore faut-il la trouver parce que elle va être enfouie sous des couches de motivation extrinsèque, de peur, de contraintes physiques, de contraintes matérielles, ou de peur ou de respect des lois et des règles et des contraintes. Mais voilà, il faut trouver ces motivations qui sont en soi. Là aussi, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de travail à faire. Il y a pas mal de travail, Voilà. Il y a beaucoup de travail sur soi. Moi, ce qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les individus et les équipes, c'est que effectivement, avant de sortir de sa zone de confort, il faut déjà en faire le tour, bien la connaître et inventorier ses ressources. Donc les neurosciences sont une ressource pour nous aider à agir et créer de la nouveauté. On n'est pas obligé forcément d'aller dans des efforts surhumains. La réponse, on l'a en nous connaissant mieux. C'est une source la connaissance est une source de sérénité, c'est un degré de liberté supplémentaire qui nous permet de choisir. À partir du moment où on a la connaissance du comportement et du fonctionnement de notre cerveau, on a un degré de liberté supérieur et on peut mieux choisir. Et pour choisir sans être l'esclave de ses émotions, eh bien, il y a ce pas de côté qu'on doit apprendre à faire, l'acceptation de ses émotions, ce pas de côté, et puis cette humilité de dire, ben, voilà, je fais de mon mieux. J'essaye de faire de mon mieux et je vais progresser. Certains jours je progresserai, d'autres moins. Mais c'est ce chemin, on en revient toujours aux sagesses anciennes. Les neurosciences éclairent ces sagesses. Voilà, c'est le chemin qui compte. C'est pas de se mettre un objectif, c'est pas de gravir l'Himalaya, c'est de progresser sur son chemin. Bernard, vous nous avez parlé de la motivation et du besoin de reconnaissance dans l'entreprise notamment, mais je crois qu'il y a d'autres besoins pour créer quelque chose de nouveau. Oui, alors donc les sciences cognitives ont montré qu'il y avait plusieurs leviers de l'intelligence collective. Donc on a parlé de la motivation, du sens, on a parlé de l'autonomie, de la confiance. Et il y a un autre levier qui est très important, c'est la sécurité psychologique. C'est-à-dire que les gens ont besoin de pouvoir tenter des choses.
sans en subir les conséquences si ça ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique, et c'est un extraordinaire levier de créativité, d'inventivité et d'adaptabilité. Donc si on sait qu'on peut essayer des choses et que l'équipe va être bienveillante, on va être beaucoup plus inventif et beaucoup plus impliqué aussi, on va être beaucoup plus engagé. Si à chaque fois que l'on essaye un truc et que ça ne fonctionne pas, on se fait taper sur les doigts, eh bien on va transformer un chercheur de solutions en éviteur de problèmes. Et les gens savent très bien éviter les problèmes. Mais là, bon, l'efficacité ne sera plus au rendez-vous. Donc c'est vraiment un des leviers fondamentaux, avec l'autonomie, avec l'empathie et avec la motivation. C'est ce qui donne sens au triangle vertueux de l'analyse transactionnelle, qui est protection, permission, puissance en fait. Voilà, donc on trouve une application directe à ces principes. Donc, alors, moi, je vais le voir à plusieurs niveaux. Je vais le voir au niveau de neurosciences, puisqu'il y a les réseaux, donc les réseaux de la peur et de l'évitement qui vont prendre le dessus si on a trop d'ennuis. Chaque fois qu'on émet une idée, si on se fait rabrouer. Donc là, c'est les réseaux de la peur, c'est au niveau des neurosciences. Après, au niveau des psychologies comportementales, on a des tas d'études qui nous montrent que ça réduit complètement la créativité et l'efficacité des équipes. Et donc, là, vous rajoutez une dimension qui est la mise en pratique, avec différentes stratégies qui peuvent être l'analyse transactionnelle, mais d'autres stratégies aussi, bien entendu. Tout à fait. Il y a des réseaux de neurones spécialisés qu'on a identifiés pour la sécurité psychologique? Non, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que ça va être les réseaux de l'aversion et de l'évitement qui sont très puissants. Ces réseaux, on a ce réseau de la récompense et ce réseau de l'évitement sont des réseaux qui filtrent toutes les informations rentrantes. Alors après, il y a sûrement des réseaux spécifiques, puisqu'on est allé très loin dans l'identification neurone par neurone de chaque information. On peut savoir que tel neurone va répondre à telle information spécifique. Ça, on est allé très très loin. Mais par contre, je ne pense pas qu'il y ait des études, enfin peut-être, mais je ne sais pas s'il y a des études sur cette sécurité psychologique au niveau neuronal. Hein. Ça, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que les grandes fonctions du cerveau, l'évitement et la motivation, vont jouer à plein. C'est ce que vous disiez, on est au début du chemin, on est très très humble par rapport à ce qu'on sait, et il y a beaucoup de choses qui restent encore à découvrir, c'est super. C'est ce qui est passionnant. Voilà. D'accord, merci beaucoup Bernard. Et alors, si vous aviez une baguette magique et que vous l'appliquiez pour provoquer un changement dans le monde, qu'est-ce que vous feriez? Alors je pense que je jouerai sur deux tableaux, personnel et interpersonnel. Personnel, c'est apprendre cette agilité et cette flexibilité, ce recul sur soi pour s'adapter et ne pas se mettre trop de contraintes. Et en même temps, d'interagir avec l'autre, c'est l'empathie. C'est que si je pouvais transmettre cette agilité, cette empathie à tous les enfants de toutes les écoles et à toutes les personnes, là je pense qu'on aurait un monde, là on est dans le rêve, dans le domaine du rêve. Merci beaucoup Bernard. Alors nous vous retrouverons vendredi 15 octobre à l'occasion de la 17e édition du colloque EMCC France, dont le thème est allier la diversité des intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal. Ce colloque aura lieu les 14 et 15 octobre au couvent des Jacobins à Rennes, un espace magnifique où nous serons ravis de vous accueillir. Des tickets sont encore en vente en présentiel et en distanciel. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'EMCC France. Merci beaucoup Bernard et à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci.